large sourire pour nous accueillir à Addis Abeba. En cette fin septembre, c'est la fin de la saison des pluies et le ciel est bien bas. À 2400 mètres d'altitude, on est loin des chaleurs africaines. Après 8 heures de vol, et avec 1 heure de décalage avec la France, nous atterrissons dans la capitale de l'Éthiopie. Avec une superficie de la France et de l'Espagne, notre voyage va se concentrer dans le nord du pays, et plus particulièrement sur le plateau abyssin. Comme dans beaucoup de capitales du monde, les embouteillages sont inévitables. Notre première découverte sera concentrée vers l'université et le musée ethnologique, situé dans un des ex-palais d'Haïlé Sélassié. Il y a 54 pays en Afrique, le 31, le drapeau, le tricolore. Oui. Ce lieu sera une première approche de l'histoire et du patrimoine culturel du pays. Des nomades avec leurs tentes, des statues funéraires en bois que l'on appelle un waka, et de nombreuses peintures naïves que nous retrouverons d'ailleurs dans les églises du Nord. Ici, au milieu du XIXe siècle, le Négus Théodoros II, roi intrépide et progressiste. Cette arme nous rappelle que l'histoire de l'Éthiopie est chargée de conflits avec l'Italie et l'Érythrée. La chambre de Haïlé Sélassié, qui devint en 1926 le 25e et dernier roi de la dynastie salomonide. Déjeuner dans le plus vieil hôtel du pays, ancienne résidence impériale bâtie en 1907. Voici l'édifice religieux le plus imposant de la ville, de style baroque, au lieu du culte de la religion orthodoxe. On se déchausse toujours pour rentrer dans une église. La première pierre est posée en 1928. Les travaux lents furent stoppés pendant l'occupation italienne de 1936 à 1941. C'est en 1942 que la cathédrale est achevée après le retour de l'empereur Haïlé Sélassié. L'Église commémore donc également la libération du pays après 5 années d'occupation. Tambours, vitraux et suspendu au-dessus du chœur, un superbe lustre de cristal. Sur le côté de la cathédrale, c'est la sortie de l'école.
Derrière ce sourire, voici la jeunesse montante. Abiy Ahmed, Premier ministre, disait lors d'une réunion sur l'avenir du pays « Nous allons travailler à la création d'emplois pour les jeunes, car les moins de 24 ans représentent 64% d'une population de 108 000 habitants. » Des tombes de personnalités de l'Église orthodoxe. Nous longeons le siège de l'Union africaine, construit en 2012 par les Chinois. Avec 9% de croissance par an, c'est un pays qui décolle et qui attire les investisseurs étrangers. La capitale est un immense chantier où se dressent des squelettes de béton, parfois même abandonnés. Heureusement, notre hôtel est bien terminé. Nous profitons d'un bon lit pour récupérer de la nuit précédente dans l'avion. Après une bonne nuit, un saut de puce de 500 km nous dépose au cœur de la région Amara, sur les rives du lac Tana. Nous embarquons pour la presqu'île de Zégué. Nous croisons des pêcheurs sur de frêles embarcations traditionnelles, construites en papyrus géant, que l'on appelle des tankwas. Le lac est immense, avec ses 85 km du nord au sud. Il compte 30 îles et accueille 38 monastères. Après 15 km de navigation, nous accostons sur la péninsule de Zégué. Le long d'un chemin boueux qui mène vers l'église du village, le commerce a repris ses droits. Je vais attendre un peu. J'arrive. Ah, je fatigue. L'odeur du café grillé est irrésistible. On s'arrêtera sûrement au retour. Voilà. Il a deux profils. De ce côté-là, c'est plus long. Le chemin débouche sur une église circulaire en torchis qui abrite de superbes peintures murales bibliques en grande partie restaurées. Les gens qui viennent ici pendant la messe, ils ne doivent pas s'asseoir ici. Alors, chacun portera une canne avec lui quand il rentre à la messe.
Premièrement, les diacres, ils font ces mouvements avec les chants religieux. Il y a des mouvements montants et des mouvements descendants. Ça, c'est pour symboliser le paradis et l'enfer. En plus, ils font des mouvements avec ces cannes. Et ils s'en serviront pour le deuxième temps pour avoir un peu de repos. Surprise! Pour le retour, une pluie de fin de mousson nous accompagne. Le Nil a plusieurs sources et le lac Tana est considéré comme la source du Nil bleu. Les pélicans blancs sont là, en attendant de pouvoir engloutir quelques poissons du lac que les pêcheurs rejetteraient à l'eau. Un groupe d'hippopotames est installé dans une petite baie. Très discret, on les verra à peine. Tout le monde a faim. Pause déjeuner au bord du lac. Après le repas, la pluie revient. Une longue pause café s'impose. Ici, pas de couvert. Les repas se prennent à l'aide de l'injera, sorte de grande crêpe roulée. Vu les pluies diluviennes d'hier, le chauffeur a acheté une belle bâche toute neuve. Elle fera même fuir la pluie jusqu'à la fin du voyage. Cérémonie religieuse. Allez, vous allez prendre la photo de ce côté. C'est jour de la fête de Marie. Tout le village est habillé de blanc et se dirige en famille vers l'église. Sur le chemin, un prêtre bénit les fidèles. Au loin, le lac Tana, que nous suivons en direction du nord.
Arrêt dans une communauté dirigée par un homme qui bouscule les codes et les traditions ancrées dans le pays. C'est différent. Dans cette communauté, il n'avait pas la vie privée. Encore, il y a aussi chez la maison de retraite. Dans cette communauté, il n'y a pas religieuse. Il n'y a pas islam, il n'y a pas chrétien. Beaucoup de gens qui viennent ici. Cette communauté défend l'égalité homme-femme, une éducation des enfants moins brutale et le respect des personnes âgées. J'en avais plein. Stylo et bonbons de Sylvia font des heureux. Le village vit en grande partie de l'agriculture, mais également de l'artisanat. Nous prenons de l'altitude pour rejoindre Gondar, à 2200 mètres, bâti sur les contreforts du massif du Simian. Là, je sais qu'il y a pas mal de maisons de résidence secondaire. Par exemple, je suis pas sûre. Ah, la bonne odeur! Gondar était la capitale des souverains éthiopiens du XVIIe siècle au XIXe siècle. Il reste de nombreux vestiges des rois pendant ces 2 siècles. Oui, c'est-tu? Clic-clac, c'est dans la boîte. La cité regroupe un ensemble d'édifices bâtis en pierre et mortier, selon la technique introduite par les Portugais au XVIe siècle. La grande citerne. En 1940, le bâtiment était occupé par les Italiens. Il fut bombardé et partiellement détruit par l'aviation anglaise en 1941. La grande salle des banquets. Ici, pas de tondeuse à gazon. Construite au XIXe siècle, cette église est dédiée à la Sainte Trinité. L'intérieur est coiffé d'un plafond en bois avec des poutres décorées de têtes d'anges protecteurs regardant dans les 4 directions. La Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Depuis le IVe siècle et jusqu'au XIXe siècle, l'Église orthodoxe unifiée d'Éthiopie est considérée comme un diocèse de l'Église copte d'Alexandrie. Comme chez nous, les grands moments sont le baptême, le mariage, la mort et les fêtes religieuses. Constitué d'un petit pavillon rectangulaire entouré d'une grande piscine, ce fut le lieu de détente des rois de Gondar. Une fois rempli, chaque année en janvier, se déroule la fête du Timka, le baptême de Jésus et la bénédiction de l'eau. Ensuite, comme sur cette photo, les jeunes se jettent dans le bassin. De bon matin, nous quittons Gondar pour parcourir les 270 km qui nous séparent du parc Simian. Une pause dans un village pour une dégustation café. Les grains verts sont torréfiés jusqu'à ce que ces grains commencent à craquer et à s'ouvrir. L'odeur est envoûtante. Ensuite, moulu ou plutôt pilonné dans un pot en terre cuite appelé jabona. La préparation prend du temps, surtout pour notre groupe, mais le café est délicieux. Après la saison des pluies, le sol est couvert de fleurs sauvages jaunes que l'on appelle des mesquelles. À 2500 mètres, il commence à faire plus frais. La vie est dure dans les campagnes, mais la terre est fertile. C'est ici que l'on cultive le teff, céréale qui sert à la préparation de l'injera. Après la petite ville de Debark, pour rejoindre le parc, une unique route nous mène vers notre lodge, à 3300 mètres d'altitude. Cet après-midi, départ pour un petit trek à la découverte de la faune et de la flore des montagnes, accompagné par des scouts armés. La signature d'un accord de paix avec l'Érythrée en septembre 2018 est encore proche. D'ailleurs, plus on approchera de la frontière entre les deux pays, et plus nous croiserons d'hommes armés. Pour les armes, on se contentera d'appareils photo. Pendant la pause, nos guides recherchent à la jumelle d'éventuels bouquetins ou singes endémiques dans ces montagnes. Dans un vallon, nous tombons sur une colonie de gélada qui s'apparente aux babouins. Ils n'ont pas l'air trop farouches. Nous tentons de les approcher.
les Geladas passent la moitié de leur temps assis à avaler de l'herbe pour se nourrir. Peu farouches devant nos appareils photo, ils se sauvent quand les scouts armés approchent. Répartis en plusieurs groupes, environ 500 individus vivent sur ce territoire. Le mâle porte une magnifique crinière. Repoussés par l'activité humaine, les Geladas tentent de survivre sur cette zone préservée. Malgré leurs grandes dents, ils sont complètement herbivores. Là, ça y est, t'es près de la morsure, là, ça y est. En remontant vers le lodge, des petits vendeurs nous proposent leurs objets. Je craque pour celui-ci. Après le petit déjeuner, départ pour le marché local. Des pneus pour fabriquer des sandales. Notre périple vers le nord se poursuit et pendant une vingtaine de kilomètres, la route est en très mauvais état. Ouais. La descente est périlleuse, mais le spectacle est grandiose. Non, vraiment, on ne se croirait pas en Afrique. Il nous reste quand même 270 km à faire pour rejoindre Aksoum. Tout au long de la route, l'on croise des bergers
qui nous réclament des stylos. Très peu de voitures, à part des bus de transport en commun. Nous quittons une route chaotique pour une route bien goudronnée. Arrêt déjeuner. La progression continue vers la province du Tigré, séparée par la rivière Tékézé, un sous-affluent du Nil. Les grands sacs blancs sont des sacs de charbon de bois. Séparation naturelle, le fleuve fut le témoin de nombreux combats. Les maisons à gauche, c'était les gardes des Italiens. Ah oui, d'accord. C'était les gardes. Contrôle des marchandises pour rentrer au Tigré. Notre réservoir se vide. Le chauffeur cherche en vain du carburant et finit par en acheter à des petits marchands hilars pour arriver enfin à Aksoum. Au premier abord, il est difficile d'imaginer que cette petite ville, isolée à l'extrême nord du pays, soit le berceau d'une des plus importantes civilisations de l'histoire éthiopienne, qui rivalisa en son temps avec les grands empires de l'époque, jusqu'au 7e siècle de notre ère. La stèle est un monument caractéristique de l'époque aksoumite. Sa forme peut varier de la simple pierre dégrossie aux grandioses stèles géantes magnifiquement sculptées. Actuellement, on dénombre à Aksoum environ 300 stèles et obélix, certains datant d'avant Jésus-Christ. Le plus grand de ces obélisques se trouve à terre, brisé en 4 morceaux. Il mesurait 33 mètres de hauteur. Les 4 faces sont sculptées et représentent un édifice de 13 étages. Sous la stèle, une nécropole qui remonte au IVe siècle. Un peu plus loin, un autre type de tombe qui montre une autre conception des sépultures royales, suite à l'effondrement désastreux de la Grande Stèle. Derrière les stèles, un musée présente des collections de poteries et de bijoux mises à jour lors des fouilles. Est-ce qu'il veut un café? Un café? Tu veux un café? Allez, s'il vous plaît, mangez chaud. Bon appétit. Une spécialité d'Aksoum, viande sur brasero. En 1952, l'empereur Haïlé Sélassié entreprit la construction de cette nouvelle cathédrale pour rappeler l'importance spirituelle
du lieu, berceau du christianisme éthiopien. Cette église rectangulaire, interdite aux femmes, fut construite au XVIIe siècle par le roi Fassilada, à l'emplacement même où s'élevait ce qui fut sans doute la première église d'Afrique, érigée au début du IVe siècle. L'église qui reste. Aujourd'hui, l'église qui remplace avec les langues de Amharique. Sur ces murs, des scènes bibliques, Annonciation, crucifixion et résurrection. Dans cette chapelle est conservée l'Arche d'Alliance, coffre contenant les tables de la loi, reçues par Moïse sur le mont Sinaï. D'après la tradition, l'Arche d'Alliance fut volée par Ménélik, fils du roi Salomon et de la reine de Saba, et rapportée en Éthiopie. À 4 km de la ville, sur un promontoire, se situe la nécropole de 2 rois aksumites du VIe siècle. Ces chambres funéraires, auxquelles un escalier mène, étaient sans doute surmontées jadis d'un édifice pyramidal recouvert d'un tumulus. Françoise tente de sensibiliser les filles à ne pas abandonner leur scolarité. Malgré tout, les affaires reprennent. En redescendant de notre promontoire s'étend un très ancien réservoir d'eau que l'on appelle également piscine de la reine de Saba. Toujours les affaires. Sur ce site se trouve l'ancien palais de la fameuse reine de Saba, construit entre le IVe et VIe siècle avant Jésus-Christ, pendant l'âge d'or aksumite. Un chant de stèles et surtout un sourire qui nous fait regretter de quitter Aksum. Allons faire une prière pour que le pneu tienne. Le monastère a été fondé vers 500 après Jésus-Christ par le moine Abba Garima. Selon la tradition, le moine aurait été rédacteur de 2 manuscrits des évangiles, toujours conservés par le monastère. Après datation au carbone 14, les 2 manuscrits sont effectivement datés de 530 après Jésus-Christ.
Voici les ruines d'un temple datant du 7e siècle avant Jésus-Christ, bâti avec des blocs de grès provenant d'une carrière située à 90 km. Ces blocs sont finement taillés et encastrés, sans mortier. On a le petit musée. À côté, un petit musée nous présente des pièces du temple, ainsi qu'un trésor constitué d'anciens manuscrits, qui, hélas, ne résisteront pas longtemps à de telles manipulations. À 200 mètres du village, les fouilles d'un palais monumental témoignent du royaume de Damahat datant du 9e siècle avant Jésus-Christ. Elle est fière avec sa trousse. Paysage magnifique. Nous approchons tout doucement d'Adigra. Nous reprenons cap au sud et nous fonçons dans le brouillard. Sur la piste du sel, on retrouve de nombreuses églises rupestres. Sur la vingtaine, nous en visiterons 3. Alors, pour être rupestre, elle est rupestre. Très content d'être arrivé. Mais au fait, qui a la clé? La voilà, elle avance tout doucement sur ce petit chemin. Oui, il y a beaucoup d'églises, beaucoup de monastères, mais en grande ambiguïté pour la date. Oui. Beaucoup, spécialement le cluster de Grata, c'était jusqu'au XIVe siècle. L'église est toute petite et conserve de précieuses peintures de l'archange Michael et Gabriel. Parce que tout le temps, l'âge n'était pas resté. Derrière l'église, des restes de sépultures. Ce n'est peut-être pas le meilleur angle, mais ça valait le coup de monter. Vas-y, passe, voilà. Voilà.
Voici une église nichée contre la roche et, ma foi, bien plus accessible. La tradition locale date l'excavation du sanctuaire du IVe siècle. Alors, dans cette église-là, L'église héberge également une réplique des tables de la loi. ce côté et ce côté. L'intérieur présente de nombreuses peintures illustrant la vie de Marie, de la Sainte Famille. Les regards, avec des pupilles immenses et captivantes, nous fascinent. Les églises les plus importantes sont servies par des prêtres célibataires et les autres par des prêtres mariés. C'est la pause. En suivant une piste de montagne, dans une tranchée, se cache une église pratiquement monolithique. Un prêtre est là, sans la clé. Derrière l'église, nous croisons des monuments funéraires. 72, dans l'école d'Addis Abeba. Elle est née ici. Après, elle est allée en Amérique pour San José. La ville de San José. Oui. Elle a vécu là-bas. Alors, c'était un accident de voiture. Un accident de voiture. Ouais. Une fois rentré, l'intérieur présente la forme d'une basilique à 3 nefs, avec de fausses clés de voûte taillées dans la roche. Cet homme nous fait entendre un kébéro, sorte de tambour utilisé dans toutes les cérémonies religieuses de l'église éthiopienne orthodoxe. Les églises et les monastères possèdent toutes des croix. Ces croix sont arborées lors des processions religieuses. Jamais on ne croise en Éthiopie un prêtre ou un moine sans une croix à la main ou à la ceinture, qu'il offre à baiser aux fidèles. La sortie d'une petite école de Lucro. Voilà, ça je voulais voir la gamelle, voilà. Donc ils emmènent leur gamelle. Il évolue à Mekele pour reprendre le lendemain l'avion pour Lalibela, via Addis Abeba. Après avoir récupéré nos bagages, nous roulons vers Lalibela, où sont regroupés un ensemble d'églises creusées dans une roche volcanique, suffisamment tendre pour être travaillée relativement facilement et qui se durcit au cours des siècles. La construction, ou plutôt la taille, s'effectue donc du haut vers le bas. Pour sauvegarder ces monuments uniques au monde, fragilisés par 8 siècles d'intempéries, l'UNESCO a opté pour une protection temporaire, sous forme de parapluie, qui perturbe malgré tout la vision de l'ensemble. C'est l'église la plus haute du site. Elle est entourée de 34 piliers taillés dans la masse, qui allègent la structure. Le prêtre nous accueille avec sa croix.
Sur les côtés, de nombreuses niches encore présentes accueillaient des ermites. Le sous-sol est un vrai labyrinthe. C'est l'église préférée du roi Lalibela, qui régna au XIIe siècle et qui est reconnu comme saint par l'église éthiopienne. Les pèlerins cherchent leur chemin parmi ce labyrinthe. Dans une niche, protégée des regards profanes, on distingue un bas-relief représentant le Christ mort, étendu sur son sépulcre. Rien ne vaut une bonne bénédiction. Derrière les églises du groupe Nord, d'anciennes maisons qui servent maintenant de grenier à grains. Sortie nocturne pour s'approvisionner dans le supermarché du village. De bon matin, après l'appel du prêtre pour la messe, départ pour un village au nord de Lalibela, afin de visiter un sanctuaire du XIIe siècle du roi Emrehama Kresto, prédécesseur du roi Lalibela. Nous arrivons le jour de l'enterrement d'un habitant du village. Nous entamons notre ascension jusqu'à la grotte où se situe le sanctuaire. Emrehama, parti en Palestine et en Syrie pendant 40 ans, revint ici et devint roi, et prêtre à la place de son père. À 79 ans, il fit construire cette église. Il mourut à 97 ans, et son tombeau, qui se trouve dans la grotte, est encore très vénéré. Au fond de la grotte, un enchevêtrement de squelettes de 5700 chrétiens, venus il y a 8 siècles pour recevoir la communion des mains du roi. Le tombeau. De loin, en redescendant, on entend les chants de l'enterrement. Le défunt sera inhumé ici en pleine terre. Tout est fermé. Ce devait être un personnage important. Heureusement, on trouve toujours du café. Sur la route du retour vers Lalibela, un arrêt chez l'habitant. Repas dans un restaurant surplombant la vallée. Dans un contexte de recul des chrétiens en Terre Sainte,
et les difficultés pour se rendre en pèlerinage sur le tombeau du Christ, Lalibela, au XIIe siècle, reçoit la mission divine de faire construire ici une nouvelle Jérusalem. Ça, c'est la Bible pour les prêtres. Avant de prendre une très grande croix comme celle-là, ils doivent se déguiser de cette manière-là. Alors, quand on va descendre, il y a une tunnel. Pour passer d'église en église, nous empruntons de longs tunnels dans un noir complet. C'est une sculpture à 3 étages, réalisée avec le plus grand soin, entourée de parois verticales hautes de 15 mètres. D'église en église, les croix rivalisent de beauté. Tout autour, sur les parois, des emplacements pour les ermites. Selon la légende, Saint Georges, patron de l'Éthiopie, serait apparu au roi Lalibela, étonné sans doute, un peu vexé, qu'aucune des églises ne lui soit consacrée. Pour réparer l'oubli, le pieux souverain s'engagea à lui dédier le plus beau de ses sanctuaires. L'église abrite peu de peintures et de sculptures, susceptibles de distraire le regard de l'harmonie et de la simplicité de ses lignes. Saint Georges est taillé dans un puits de 22 mètres de côté, sur 11 mètres de hauteur. C'est pour moi la plus belle et la plus époustouflante église de Lalibela. La vue d'en haut n'est pas en reste. C'est le départ. Nous survolons le plateau de Sheva pour rejoindre Addis Abeba. Une petite spécialité de la capitale pour faire honneur à Lucie. Lucie est le surnom donné aux fossiles, relativement complets, d'Australopithèques découverts en 1974 par une équipe internationale de paléontologues. Il est daté de 3,2 millions d'années. Les chercheurs s'accordent pour dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Notre voyage se termine. Le vol pour Paris est à 23 h. Il nous reste du temps pour terminer en beauté ce voyage dans un restaurant traditionnel.